Bonjour chers amis, c'est la reprise. Donc le président de la République avait l'intention d'annoncer un pilier social à sa politique, le plan pauvreté, pauvre plan de pauvreté, le plan santé. Bon, il y a peut-être des choses positives pour l'avenir et encore, il faut regarder de près. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que dans l'immédiat, les taux ne vont pas se desserrer dans les hôpitaux publics. Et les problèmes de santé vont perdurer. Et troisième point, alors là, c'est pas du tout le volet social, c'est toujours l'austérité. 1800 postes supprimés dans l'éducation nationale. Bonjour, la priorité à l'école. Voilà, alors générique. Le président de la République a annoncé un plan pauvreté, pauvre plan de pauvreté. D'abord les crédits. Premier constat, 8,5 milliards annoncés pour ce plan, à mettre en rapport sur 4 ans, à mettre en rapport avec les 24-25 milliards qui sont la baisse de l'impôt sur l'ISF et la fameuse flat tax qui sont une prime aux plus riches. Un déséquilibre manifeste et une injustice sociale qui se renforce. Deuxième constat. Derrière les 8,4 milliards qui sont annoncés, il faudrait comparer à toutes les baisses de prestations qu'ont dû subir les plus démunis, ne serait-ce que la baisse de l'APL ou la baisse de certains remboursements de santé, la hausse de toute une série de tarifs. Bref, il est clair que ce plan de pauvreté n'améliore pas réellement le pouvoir d'achat des plus pauvres. Troisième volet, c'est quoi ces 8,5 milliards d'euros ? On ne sait pas si c'est des crédits d'État. En réalité, c'est des crédits pour une part qui existe déjà dans le budget et qui sont reconvertis en les présentant autrement comme une contribution pour les plus pauvres. Et puis, beaucoup de ces dépenses sont en fait des dépenses prévues pour les collectivités locales. Je prends un exemple, c'est bien de dire que la cantine doit être pas chère, 1 euro, 0 euro. Beaucoup de communes de gauche le font, peu de communes de droite l'ont fait. Mais néanmoins, si on veut l'imposer à ce tarif, il ne serait pas juste que ceux qui avaient du retard soient les seuls à être aidés par l'État. Deux, ça va quand même être du déficit pour les collectivités locales qui sont de plus en plus pressurées. Les crèches, idem, on vous dit on va vous donner des subventions pour la construction de crèches, sauf que ce qui est coûteux dans les crèches, c'est le déficit de fonctionnement. Et là, l'État, là aussi, a une politique de restriction. Donc derrière ces chiffres, beaucoup de fumée. Et c'est plutôt une bonne communication et surtout un véritable enfumage auquel on a droit. Alors moi j'insiste sur un point, le logement. Alors là le logement c'est quand même plus que le parent pauvre, il est absent, l'arlésienne de ce plan. La seule annonce un peu sérieuse qui est faite, c'est de dire 7500 places d'hébergement vont être des places créées pour les familles. Alors créées, vous voyez, on croit qu'on va avoir 7500 places de plus. Non, on va avoir des places d'hébergement pour des célibataires qui vont être transformées, en tout cas pour la plupart de ces points, vont être transformées en places d'hébergement pour des familles. C'est mieux, il y a besoin de ça, mais ça ne fait pas une offre supplémentaire et c'est quand même dérisoire au regard de l'énormité des problèmes qu'on observe sur ce point. Rien sur le logement HLM accompagné qui permet justement d'accueillir dans un logement stable des personnes fragiles sans déstabiliser l'ensemble de l'environnement. Et puis, plus globalement, la politique du logement ne vise pas à renforcer la construction de logements sociaux et se profile à l'horizon, on en parlera plus tard, la fameuse idée de regrouper toutes les aides sociales dans une prestation unique en introduisant dedans l'APL, l'allocation pour le logement, personnalisé de logement. Je rappelle que l'APL n'est pas une aide sociale, un revenu de substitution. L'APL est un droit, est un accompagnement à un droit au logement. Bon, c'est globalement quand même toute la philosophie de cette lutte contre la pauvreté qui est redoutable parce qu'en fait, c'est bien la vision libérale, on individualise les situations, on affaiblit les protections collectives. Et puis alors il y a toute une thèse sur ce qui est important, c'est que les gens puissent sortir de la pauvreté. La première des choses, c'est qu'on évite qu'ils y rentrent. Or, toutes les politiques de précarité et d'affaiblissement que met en œuvre Emmanuel Macron tendent à renforcer le basculement, notamment des travailleurs pauvres, vers cette pauvreté. Deuxièmement,
il n'est pas vrai que si on n'améliore pas le sort des familles et des personnes qui sont en pauvreté, leur capacité de rebond pour aller chercher un emploi, pour pouvoir mieux s'insérer dans la société, soit améliorée. C'est l'inverse. Il faut consolider des conditions de vie les meilleures possibles pour que les gens reprennent confiance en eux, soient capables d'être proactifs et s'insérer au mieux dans la société. Donc cette philosophie libérale de « je te tire la corde pour te motiver, j'individualise les réponses, et puis si le système est injuste, c'est pas grave, l'important c'est qu'un jour on puisse s'en sortir », tout cela est dangereux, c'est le modèle anglo-saxon, c'est pas le modèle républicain français. Donc nous devons ne pas être dupes de ces dérapages et combattre cette philosophie. Alors, nous avons le plan santé qui a été annoncé avec un long et laborieux discours du président de la République. Alors, on espère que le plan santé 2022, il ne va pas falloir attendre 2022 pour voir le moindre copec et la moindre couleur de l'amélioration de notre système. Parce que c'est un peu cela, toujours la même philosophie. Il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a qu'à réorganiser et on va réussir à relever les défis qui, depuis des années, s'accumulent. Alors, il y a des choses positives. Moi, ça fait des années que je demande que l'on abandonne le numerus clausus. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement de gauche ne l'a pas fait. Et par ailleurs, évidemment, ça ne suffit pas, puisqu'il faut à ce moment-là créer des postes en fac de médecine. Et d'ailleurs, il faut aussi élargir le principe aux postes d'infirmières, de tous les paramédicaux, dans l'ensemble de la chaîne des métiers médicaux. Le deuxième constat, c'est que pour combattre les déserts médicaux, on nous dit les incitations. Un truc intéressant, créer des postes de salariés chez les médecins. Je crains toutefois que sans un minimum de contraintes, on n'arrive pas à régler les inégalités persistantes entre territoires et ces fameux déserts où on a le plus grand mal à trouver des spécialistes et des médecins pour répondre aux besoins des populations. Il y a un grand déséquilibre toutefois dans les propositions, beaucoup de propositions faites pour la médecine de ville et pas grand-chose pour l'hôpital public. Et pourtant, aujourd'hui, l'hôpital public est dans un état de tension insupportable pour les personnels, pour les patients qui arrivent notamment dans les urgences. Et il n'y a pas d'éléments qui vont immédiatement donner de l'air, au contraire. Alors on nous dit qu'il y a une augmentation de 2,5% des crédits l'an prochain avec les fameux 400 millions qui vont être débloqués. Sauf que on a prévu par ailleurs de baisser de 800 millions les dépenses l'an prochain. Donc, cherchez l'erreur, globalement, ça n'est pas le progrès réel. Deuxièmement, c'est une goutte d'eau. Ça voudrait dire qu'on augmente de 2,5% les dépenses plutôt que 2,3%. Et par ailleurs, on oublie de vous dire qu'il y a 800 millions d'économies qui sont prévues et qui, elles, ne sont pas annulées. Donc au final, ça ne va pas faire réellement une meilleure situation. Et puis 400 millions, il faut les comparer aux 200 milliards de dépenses de l'hôpital public. Et évidemment, ça fait vraiment très très peu et pas des marges de manœuvre nouvelles pour améliorer immédiatement la situation. Il n'y a pas de réorganisation dans les hôpitaux s'il n'y a pas un climat qui desserre les taux, qui essaie d'améliorer tout de suite la situation qui est devenue insupportable pour les salariés, pour les médecins et pour les patients dans bien des secteurs. D'ailleurs, je suis frappée qu'il n'y a pas beaucoup de mesures prises pour annoncer une revalorisation des métiers, notamment pour les infirmières, pour l'ensemble des agents hospitaliers. Moi, je crois que ces fonctions ne sont pas suffisamment valorisées et je regrette que quand on pense l'avenir de notre santé, on pense si peu à ceux qui la garantissent au quotidien. Alors, on va suivre de près maintenant, et notamment lors du débat budgétaire, pour que derrière les pseudo-bonnes intentions de réorganisation de notre service de soins, avec toujours la même chose, on va résoudre tout d'un coup tous les problèmes, eh bien, il faut au moins être certain que les choix budgétaires dès l'an prochain constitueront une étape significative pour résoudre nos problèmes et non pas un piétinement comme il semble que ce soit le cas. Alors, vigilance pour le plan santé 2022, vigilance tout de suite et pas seulement en 2022.
dans la même veine, c'est on va faire mieux à l'éducation nationale avec 1800 postes de moins. Et puis il ne va pas y avoir d'heures de classe en moins. Les élèves vont voir même une amélioration de leur situation. Bon, on connaît ce genre de discours à l'envi. Premièrement, s'il faut réorganiser les services pour être plus performants, je me demande qu'est-ce qu'on attend. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une gestion de l'amélioration à travers des stratégies qui sont des stratégies de tension en rabot budgétaire. S'il faut mieux organiser les services, que l'administration s'en occupe. Et on verra si ça économise des postes après. Mais on ne fait pas des annonces de réduction de postes, on tord le cou aux postes et on prétend qu'on va réorganiser sereinement dans la qualité l'éducation nationale. Ensuite, on nous dit on va faire de l'effort pour les primaires. Sauf que quand vous regardez, vous avez sans doute des enfants ou des petits-enfants, vous voyez bien qu'une partie des enfants en difficulté, même si on a amélioré l'apprentissage du français, la meilleure maîtrise du calcul et des mathématiques, le passage 6e, 5e est un moment d'adolescence dans lequel il y a beaucoup d'échecs qui commencent à s'organiser. Donc je ne crois pas qu'on puisse faire l'amélioration du primaire sur le dos du secondaire. Dernière chose qui me vient en tête, car on aura l'occasion de reparler de l'éducation nationale parce que c'est une question centrale, une question majeure pour l'avenir de notre République. Moi, j'observe que s'agissant des postes d'enseignants pour les enfants handicapés, notamment dans les institutions spécialisées, où vous le savez, il y a des enseignants de l'éducation nationale qui viennent enseigner dans les IME, dans les différentes structures, le nombre d'enseignants ne cesse que de se restreindre. Or, l'insertion des handicapés, le fait que chaque enfant de la République ait le maximum de chances pour obtenir la meilleure intégration et la meilleure réussite possible est un défi considérable. Et je regrette que ces sujets ne soient jamais évoqués sérieusement par le ministre de l'Éducation nationale. Enfin, j'ai toujours pensé que la question éducative ne devait pas isoler l'éducation nationale de ce que j'en appelle l'éducation populaire, c'est-à-dire ce travail complémentaire d'ouverture culturelle, de civisme. Vous savez que le plan Borloo a été retoqué et j'observe que s'agissant des quartiers, il n'y a aucune stratégie éducative nouvelle qui nous est proposée et on versera des larmes de crocodile devant la violence montante ou devant l'abandon de certains territoires qui basculent en s'éloignant de la République. Bref, pour moi, cette rentrée et la vision que le ministre de l'Éducation nationale nous annonce avec ces réductions de postes ne répond en rien à l'ambition républicaine de réussite scolaire pour tous nos enfants. Alors, chers amis, retrouvons-nous sur les réseaux sociaux, avec bien sûr Twitter, avec Facebook, et puis le hashtag MNLFAQ pour me poser des questions. En tout cas, à bientôt, à la semaine prochaine.